Bienvenue sur Totis dans ce nouvel épisode de DG sur écoute, la série d'interviews qui s'intéresse aux directrices et directeurs de grandes écoles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Loïc Arrier, qui est directeur général du groupe Éclore. Bonjour Loïc. Bonjour Thibault. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Loïc Arrier, dans cette première partie, on va s'intéresser à vous en tant que directeur général du groupe Éclore. Pour commencer, pouvez-vous revenir un peu sur votre parcours ? J'ai 39 ans, j'ai un parcours académique classique pour un directeur général de grandes écoles. J'ai fait un master de droit public à l'Université de Bordeaux. Je suis également diplômé de l'IAE, toujours à Bordeaux, et j'ai réalisé une thèse de doctorat en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux que j'ai soutenue en 2014 sur les questions d'intelligence économique. J'ai ensuite été enseignant-chercheur dans une école, j'ai assuré différentes fonctions managériales. Et j'ai pris mes fonctions ici à Pau 2022, septembre 2022. D'abord à ce qui était le SC Pau, puis au CNPC, avant de créer le groupe Éclore. Alors justement, en tant que DG, mais aussi dans votre vie personnelle, qu'est-ce qui vous tient à cœur ? Alors, ce qui m'anime au quotidien, et c'est pour cette raison-là en fait que je me suis orienté vers l'enseignement et la recherche, c'est la transmission de connaissances et la relation qu'il peut y avoir dans un contexte de transmission, et d'essayer à mon niveau d'apporter de la satisfaction et du bien-être en quelque sorte aux personnes avec lesquelles je travaille. Je crois beaucoup aux jeunes, je crois beaucoup en la jeunesse, et je suis convaincu que notre mission et notre métier, c'est de préparer les générations futures aux grands défis qui seront les leurs, et j'ai confiance en cette jeunesse. Donc moi, ce qui m'anime, c'est la confiance que j'ai envers les jeunes, la confiance aussi en leur qualité, en leur capacité à relever les défis futurs. Alors vous avez moins de 40 ans, vous êtes jeune. Pourquoi et comment vous êtes devenu aussi jeune directeur général du groupe Éclore ? Alors la jeunesse, je pense que c'est beaucoup dans la tête en fait. L'âge, c'est un critère quantitatif. J'ai été tout simplement chassé par un cabinet de recrutement qui cherchait quelqu'un pour Pau. Il y avait plusieurs concurrents. J'étais effectivement de loin le plus jeune. Mais bon, je vous rappelle que Greta Thunberg, à 15 ans, parlait devant l'Assemblée générale des Nations Unies, que Kylian Mbappé a gagné une Coupe du Monde et a reversé l'ensemble de ses dons à des œuvres caritatives, que Emmanuel Macron, à 37 ans, a été élu président de la République. Donc on peut considérer que je suis déjà vieux. Effectivement, merci Loïc. Peut-être un mot maintenant, juste pour terminer cette partie sur vous. À quoi ressemble un peu votre quotidien en tant que directeur général du groupe Éclore ? Alors, mon quotidien, c'est beaucoup de sujets très opérationnels, répondre aux préoccupations des étudiants, des collaborateurs, des collègues. Dans un métier à forte incidence managériale, on est en permanence en train de solutionner des questions très opérationnelles. La question stratégique, elle intervient de façon ponctuelle. Une fonction de direction générale, c'est concilier à la fois des temps très très courts et des temps très longs pour essayer de projeter et de construire une vision qui permette d'amener l'ensemble des parties prenantes le plus loin possible. Et mes journées, c'est aussi, pour être équilibré, j'ai une conviction, et c'est une conviction que l'on porte dans le groupe, c'est qu'à côté d'une vie professionnelle dense, pour tenir, on a besoin de construire un équilibre. Donc il y a aussi ma famille, mes deux enfants qui ont 4 ans et 18 mois, et beaucoup de sport, voilà, soit le matin très tôt avant d'embaucher, soit le soir un petit peu plus tard, beaucoup de courses à pied. Merci Loïc. On bascule sur la deuxième partie de notre échange qui sera consacrée au groupe Éclore. Première question, pouvez-vous un peu nous représenter ce groupe ? Alors le groupe Éclore est né le 1er septembre 2023, donc à la rentrée, et l'ambition du groupe Éclore, c'est de proposer quelque chose d'alternatif dans le monde des grandes écoles de management. La naissance du groupe Éclore, c'est la fusion de ce qu'était le SC Pau et du CNPC Sport Business, qui était une école qui officiait dans le monde de la formation aux métiers managériaux dans le sport. Et l'idée et le point de départ du groupe Éclore, c'est un plan stratégique que j'ai lancé lors de ma prise de fonction en octobre 2022. Et l'ambition, c'était de construire un plan stratégique partagé avec l'ensemble des parties prenantes de l'école, les diplômés, les entreprises partenaires
évidemment les étudiants. Ce sont les étudiants qui ont choisi le nom de l'école. On avait lancé un petit sondage. Les collaborateurs, les enseignants, enfin tout le monde a, dans le contexte du groupe et dans le cadre du groupe, pu s'exprimer sur les souhaits et les ambitions. Le point commun entre les deux écoles, c'était leur origine. C'était des origines consulaires. Et le point de départ, c'est la Chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn, qui, pour l'ESC Pau, il y a 40 ans, avait lancé l'école, et 30 ans pour le CNPC, ces deux institutions. Donc il y a une origine et une source commune, qui est d'abord le territoire et la Chambre de commerce et d'industrie. Le groupe Éclore, c'est d'abord 3 valeurs qui nous sont extrêmement chères. D'abord, l'ancrage, la fidélité à nos origines territoriales, donc le sud-ouest et toutes les qualités de vie et tous les aspects liés à la convivialité, au bien-être, à la culture forte que l'on peut avoir ici dans le sud-ouest de la France. C'est l'agilité. Donc l'agilité, c'est partir d'un constat. Une seule certitude aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, c'est que l'incertitude est un paramètre constant de notre environnement. Et enfin, l'audace. Donc l'audace, c'est oser y aller, oser faire. Et on a l'ambition et le souhait au sein d'Éclore de former des makers, donc vraiment des gens qui font. Ces 3 valeurs se traduisent par 3 grandes ambitions. La première ambition, c'est la pérennité. Donc la pérennité d'abord dans la relation que l'on construit et que l'on établit avec nos apprenants. Rentrer à Éclore, c'est être membre de la communauté d'Éclore pour toute la vie. Donc on rentre pour réaliser un bachelor ou un master. On peut envisager que ce lien va s'entretenir ensuite par la formation continue et par des relations qui seront, pour le coup, entretenues pendant toute la durée de vie de notre apprenant. C'est également une seconde ambition que l'on porte et qui nous est extrêmement chère, c'est la conquête. C'est-à-dire qu'on considère que des opportunités s'offrent à nous dans notre environnement. Donc il y a une phrase de Churchill que j'aime bien, c'est que l'optimiste verra dans chaque difficulté une opportunité, le pessimiste, lui, verra dans chaque opportunité une difficulté. Au sein d'Éclore, on forme des optimistes, et c'est quelque chose qui nous est vraiment très très cher. Et enfin, la dernière ambition, c'est la convergence. Donc essayer d'être toujours dans une perspective de satisfaction de nos parties prenantes, en écoutant et en étant très sensible à ce que peuvent nous dire nos étudiants, nos entreprises partenaires et l'ensemble de nos parties prenantes locales. Loïc, est-ce qu'il y a d'autres chantiers que vous souhaitiez nous partager ? Oui, alors on a de nombreux chantiers sur le groupe. Donc là, on arrive à la fin de notre transition et notre transformation et notre changement de marque. Voilà, ça a été un très très gros chantier. Là, désormais, on va traduire en fait cette nouvelle marque en réalisation extrêmement concrète. Donc, on a un DBA, une formation exécutive à destination de dirigeants, qui est très implanté en Afrique de l'Ouest et dans les pays du Maghreb. Donc aujourd'hui, nous sommes implantés au Maroc, au Sénégal, en Mauritanie, à Dubaï. Donc d'autres implantations sont en cours. Au niveau national en France, on a l'ambition d'ouvrir des formations visées sur nos autres campus, notamment à Grenoble ou à Saint-Denis. Voilà, donc là, on est en train de poser une réflexion qui est aujourd'hui assez avancée sur ces sujets-là. Et d'autres projets qui arrivent. On a énormément de projets au sein du groupe Éclore. On est très sollicité également par des partenaires, et donc on annoncera incessamment sous peu des projets qui sont stratégiques et qui visent aussi à proposer des choses nouvelles dans ce monde de l'enseignement supérieur et dans les formations aux sciences de gestion. Donc restez connectés. Loïc Carrier, un mot peut-être maintenant sur le renouvellement du grade master. Où en êtes-vous concrètement ? Alors, on a reçu en début d'année une notification de la CEFDG nous annonçant le renouvellement de notre grade de master qui est renouvelé pour 3 ans, voilà, comme c'était le cas par le passé, qui souligne un certain nombre de choses, et notamment le diagnostic stratégique qui a été réalisé dans le cadre du lancement d'Éclore. Donc notre plan stratégique a été validé, si j'ose dire, par la CEFDG, et notre transformation également.
Donc là, nous sommes fiers et je remercie vivement toutes les équipes d'avoir travaillé sur ce dossier d'accréditation. C'est important et dans notre écosystème et dans notre territoire, peu d'écoles peuvent revendiquer un tel niveau de reconnaissance et d'accréditation. Donc notre grade a été renouvelé. Pour terminer cette deuxième partie, Loïc Carrier, est-ce que vous pourriez nous partager une actualité? Alors, il y a une actualité qui est celle de notre podcast Éclosion. Donc notre podcast Éclosion, c'est des parcours de vie de personnes qui sont diplômées de l'école, qui sont partenaires de l'école et qui visent en fait à offrir une vision augmentée de ce qu'est une école. C'est-à-dire que dans ce qui est Éclore c'est un carrefour des savoirs. Carrefour des savoirs et des connaissances, et on considère que notre mission, c'est aussi de partager ces connaissances. Et ces podcasts peuvent être utilisés à la fois comme matériel pédagogique, mais peuvent être également écoutés par toutes les parties prenantes de l'école. Ils sont très qualitatifs et je vous invite très vivement à les écouter. Vous pourrez découvrir des portraits d'enseignants-chercheurs, des portraits de dirigeants, des portraits de diplômés qui ont eu des réussites aguerries. Et ces podcasts sont extrêmement inspirants. Et quand on fait notre métier, c'est important aussi de s'identifier à des belles réussites. Et ces podcasts mettent en avant, au travers des trajectoires de vie, de belles réussites professionnelles. Merci. C'est le moment maintenant de basculer sur la troisième partie consacrée à éclore dans l'enseignement supérieur. Première question, il y a eu un certain nombre de réformes et d'évolutions dans le paysage de l'enseignement supérieur. Réforme du bac, réforme du BUT, la baisse du vivier aussi des classes préparatoires aux grandes écoles, ECG notamment. Dans quelle mesure cela vous a-t-il demandé une modification du recrutement et une adaptation pour votre école? Alors le paradigme d'avant, qui était le recrutement en post-bac plus 2, donc post-prépa, est complètement renversé, en fait, chamboulé. La réalité du recrutement dans l'enseignement supérieur aujourd'hui, c'est le post-bac et le post-bac plus 3. Donc on revient sur le schéma anglo-saxon undergraduate, graduate, là où de plus en plus de lycées qui proposent des BTS offrent désormais une troisième année, la troisième année de bachelor, avec l'alternance également qui a bouleversé le consentement à payer dans une école. Donc depuis plusieurs années maintenant, au sein d'Éclore, nous avons nos concours propres pour le bachelor et pour le master. Et donc on a aussi, au regard de notre différenciation sur le bien-être, sur l'équilibre, sur le fait aussi de recruter des individus et pas de recruter des profils, souhaité mettre en avant des qualités qui sont des qualités extra-académiques. Donc dans les qualités extra-académiques, les jeunes qui souhaitent aujourd'hui accéder à nos diplômes gradés, donc diplôme de licence ou diplôme de master, peuvent faire une vidéo qui s'appelle « Viens avec ton talent ». Et cette vidéo met en avant en fait des qualités autres que les qualités académiques. Et cette vidéo permet et fait partie des critères de recrutement objectifs au sein de l'école. Recruter des individus, c'est avoir une vision différente de celles qui sont classiques dans un concours. Alors j'ai eu l'occasion par le passé de passer des concours, donc notes de synthèse, épreuves de mathématiques, questions de logique, culture générale. C'est des compétences qui sont effectivement importantes. Souvent, on entend dans les corps professoraux que le niveau baisse. J'enseigne encore beaucoup au sein de l'école. Je pense que le niveau ne baisse pas. Parce que j'étais incapable, quand j'avais 18 ans, de monter une vidéo. Là, aujourd'hui, quand on demande à des jeunes de faire une vidéo, ils sont capables de capter les images et de monter les vidéos. Donc le niveau ne baisse pas, les compétences changent. À nous, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, de proposer en fait les compétences qui seront nécessaires pour relever les défis de demain. La culture générale, c'est extrêmement important, mais la culture générale, c'est aussi les séries qui sont diffusées sur Netflix, parce que les séries qui sont diffusées sur Netflix ont un impact considérable sur notre société. Donc je pense que pour recruter les talents de demain, il faut aussi être en capacité de positionner le curseur sur les compétences qui sont les compétences d'aujourd'hui. Pour pallier les difficultés de certaines écoles à recruter ou à identifier les talents, on a inversé aussi le paradigme, nous, dans nos critères de sélection des futurs étudiants. Merci Loïc. Juste pour terminer sur cette question, avec l'arrivée de la troisième année du BUT, Bachelor Universitaire de Technologie, est-ce que vous pensez qu'il y aura une sorte de fin de l'AST1
Alors oui, je pense, oui. Alors oui, de toute façon, de façon extrêmement simple aujourd'hui, faire une prépa pour aller chercher une école que l'on peut aller chercher plus facilement à l'issue d'un bac+3, parce que c'est ça aussi la réalité du recrutement dans l'enseignement supérieur. Oui, il va y avoir des choses qui vont être extrêmement transformées. Il y a aussi quelque chose qui est très notable, et ça je peux vraiment en témoigner en tant qu'enseignant, le rapport au temps des jeunes n'est plus du tout le même. Et donc les jeunes veulent aller vite. Mais quand je dis que les jeunes veulent aller vite, alors je discutais il y a peu avec un étudiant de première année de bachelor qui voulait être à la retraite à 30 ans. Parce que ils veulent profiter aussi de leur temps et du temps. Et donc le rapport au temps dans les études va être aussi, à mon avis, quelque chose d'assez impactant sur les réformes à venir dans les différentes écoles. Donc oui, je pense qu'il va y avoir de sérieux bouleversements dans le monde de l'enseignement supérieur quant aux modalités d'accès dans les grandes écoles de management. Selon vous, Loïc Carrier, la taille fait-elle le prestige dans les classements nationaux et internationaux? Alors, il n'y a pas que la taille qui compte. Il s'avère que quand vous regardez le classement de Shanghai, les premières universités ne sont pas forcément les plus grandes universités. Harvard, c'est 15 ou 16 000 étudiants, ce qui est très peu par rapport à une grande université de Bordeaux. Enfin, une grande université nationale, je pense à l'université de Bordeaux, c'est 60 000 étudiants. Donc, pour moi, la taille, en fait, n'est pas quelque chose, n'est pas un critère qualitatif. Bien au contraire, pour faire qualitativement son travail, il faut être proche des apprenants. Et ce qui fait la force d'un cours de qualité, finalement, c'est le professeur. Et la plupart du temps, on se souvient des bons profs, on ne se souvient pas forcément des bons cours. Pour avoir une relation avec son professeur, il faut être dans un groupe qui est suffisamment contenu pour pouvoir être en interaction directe avec son enseignant. Donc non, la taille ne fait pas la qualité. Néanmoins, aujourd'hui, il y a un certain nombre de sujets qui impliquent d'avoir un budget important. Alors le budget important, c'est tout ce qui est lié aux accréditations. Ça coûte cher, très cher. En plus, ça uniformise beaucoup aussi les enseignements. Donc il y a besoin d'une puissance de feu importante. Et pour avoir une puissance de feu importante, il faut avoir le plus d'étudiants possible. Parce que les étudiants sont des éléments qui permettent aussi d'augmenter et de densifier les budgets des écoles. Donc, en termes qualitatifs, non, la taille n'est pas un critère. Par contre, il faut des budgets importants si on veut être en capacité de communiquer, si on veut être en capacité de faire la course aux accréditations. Et beaucoup de classements nationaux sont très, très orientés vers la recherche. Donc, des bons enseignants-chercheurs qui publient beaucoup, ça coûte cher. Et en plus, ça enseigne peu. Ça aussi, c'est une réalité. Les accréditations, ça coûte très cher aussi également. C'est des budgets considérables et il faut des services dédiés. Donc ça aussi, ça nécessite et ça implique des budgets importants. Dans une structure comme la nôtre à taille humaine et qui est réduite au niveau de la taille quand on compare au paysage des grandes écoles de management, ça nécessite parfois d'être extrêmement polyvalent, d'être beaucoup sur le terrain, et parfois de trouver des solutions alternatives à celles de dépenser des dizaines ou des centaines de milliers d'euros pour suivre la course en fait à ce qui se fait le mieux au niveau national. Alors justement, dans la même lignée de ce que vous évoquiez, est-ce que la recherche ne prend pas trop de place dans le budget des grandes écoles? On a souvent des étudiants qui nous disent qu'ils préfèrent des cours de professionnels, des cours pratiques et pas forcément des cours théoriques. Quel est votre regard sur ces débats-là aussi? Alors, je suis un académique qui publie dans des revues nationales et internationales. Donc, je suis aussi un chercheur. Il y a deux choses en fait. Il y a ce qui est la recherche aujourd'hui, qui est parfois extrêmement standardisée, extrêmement uniformisée, avec des critères qui sont purement quantitatifs, où finalement les étudiants ne lisent un article de recherche en management que lorsqu'ils ont à réaliser leur mémoire de fin d'études. Après, c'est fini, et il y a une sorte d'étanchéité entre le monde académique et le monde de la pratique. Je me suis posé une question, un peu métaphysique. Je me suis demandé est-ce que je suis un meilleur professeur de management depuis que je suis directeur général? Je pense que oui. Même si la recherche m'aide finalement à être un meilleur directeur général. Je pense, parce que j'utilise beaucoup ce que j'ai pu apprendre dans ma thèse, questionner en permanence, ne pas avoir de certitude. La recherche, c'est l'école du doute, et je pense que pour être un bon manager, il faut douter en permanence et remettre en question. Ce que nous apprend la recherche et la culture recherche. Au-delà de la recherche en tant que norme,
c'est plutôt une culture recherche que l'on doit instaurer dans les écoles de management en apprenant aux étudiants cette méthodologie qui permet en permanence de remettre en question, de challenger, de ne pas avoir de certitude pour essayer d'avancer ensemble. Donc des chercheurs qui sont dans une tour d'ivoire et qui ne sont jamais en salle de cours et qui font de la publication pour les autres chercheurs, beaucoup d'écoles en finance, je trouve que ça a peu de sens. Par contre, des enseignants-chercheurs qui ont cette capacité à rayonner dans un monde de praticiens et donc à faire du transfert de compétences du monde académique vers le monde de l'entreprise, ça oui. Et ça fait partie aussi de ce que l'on pousse beaucoup au sein d'Eclore Lab. Donc Eclore Lab, c'est le laboratoire, on a 30 enseignants-chercheurs dans le groupe et le management de notre corps professoral aujourd'hui oriente les enseignants-chercheurs vers des choses extrêmement pratiques, très ancrées sur le territoire. Et on souhaite que nos activités de recherche aillent dans le sens d'optimiser tout simplement les pratiques. Donc moi, quand j'enseigne, je fais de la théorie, mais je peux aussi mobiliser un exemple de situation de management vécu le matin. Donc c'est aussi des choses qui plaisent aux étudiants. Les étudiants, ils attendent de la pratique, ils attendent des histoires, ils attendent du concret, ils attendent des éléments qui leur permettra de se projeter dans une future vie professionnelle. Et on peut noter que vous êtes un des rares DG qui publie et enseigne, c'est ça? Alors, rare, je ne sais pas, mais je publie, j'enseigne, oui, tout à fait. Oui, ça fait partie des... C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, mais ça fait partie, pour moi, des choses qui sont extrêmement importantes, parce que pour moi, c'est la pratique, en fait, qui permet de construire la stratégie, et la maîtrise et la connaissance du cœur de métier. Et le cœur de métier d'une école, c'est l'enseignement et c'est la recherche. On termine notre échange avec une question ouverte. Si je vous dis concurrence internationale, innovation, intelligence artificielle, est-ce que les écoles françaises de management sont prêtes à relever tous ces défis? Alors, est-ce que les écoles sont prêtes à relever les défis? J'imagine que oui. Est-ce que les jeunes et les étudiants sont prêts à relever les défis? De façon certaine, oui. En fait, c'est avant tout les générations futures que l'on doit préparer à ces différentes réalités, parce que c'est des réalités. Enfin, aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont étudiants dans les écoles de management, et il y en a chez nous qui créent une marque, qui font fabriquer un sweat ou un t-shirt de leur marque dans un autre pays et qui commercialisent sur une marketplace. Quand on fait ça, grâce à la digitalisation, depuis Pau, on est profondément internationalisé. Oui, quand on est un jeune Français bachelier, il y a des opportunités d'aller réaliser ses études ailleurs, voilà, qui sont extrêmement simples. On peut voyager facilement. Le coût des études, parfois à l'étranger, est même inférieur au coût des études en France, dans les grandes métropoles. Donc c'est vraiment une réalité, et le voyage permet aussi de s'enrichir et de grandir. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Sur l'innovation et l'intelligence artificielle, il faut voir ça comme des outils. C'est-à-dire que moi, j'ai aucune réticence, au contraire. Pour moi, c'est une vraie opportunité, l'intelligence artificielle. Et à titre professionnel, j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour gagner du temps. Et je gagne vraiment beaucoup de temps à mobiliser différents outils qui permettent d'optimiser le quotidien. Il faut percevoir l'intelligence artificielle vraiment comme une opportunité pour les jeunes de gagner en efficacité, en efficience, comme au départ l'arrivée d'Internet, et puis ces outils qui sont des outils. Pour relever le défi, et c'est aussi la façon dont on a pensé nos nouvelles maquettes pédagogiques de bachelor et de master, on insiste sur la méthode. C'est-à-dire que dispenser un cours extrêmement descendant, extrêmement normatif, en disant c'est comme ça, toutes les connaissances sont accessibles aujourd'hui extrêmement facilement sur Wikipédia ou via ChatGPT. Donc plutôt insister sur la façon de faire, sur la manière d'appréhender la vérité, la réalité, sur la façon dont on questionne également, parce que l'important c'est de savoir formuler les questions, la façon quand on a un sujet à traiter de façon extrêmement exhaustive, l'incidence de ce sujet sur la vie en général, de décloisonner également les champs disciplinaires. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret. Votre manager vous demande de rédiger une note d'opportunité sur la création d'une filiale. Ça a une incidence en marketing, en finance, en management, en stratégie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'à un moment donné, dans une école, il faut des moments où l'ensemble des disciplines se réunissent, parce que c'est la réalité du management. C'est aussi faire de la philosophie, parce que quand tout simplement il y a des questions extrêmement humaines qui se posent dans les organisations, on a parfois des rapports
pour savoir qu'est-ce que le bien ou qu'est-ce que le mal. Vous surprenez un collaborateur en train de voler dans une organisation, comment vous réagissez? Donc tous ces sujets-là sont des sujets que les écoles en fait doivent appréhender. Et pour les appréhender, c'est insister non pas sur les contenus de façon intrinsèque, mais plutôt d'être sur la méthode. Et il s'avère que nos écoles françaises forment des leaders et des dirigeants qui sont extrêmement performants à l'échelle internationale. Donc oui, je suis convaincu que les écoles françaises vont relever le défi. Et au-delà de ça, ce qui m'inspire le plus confiance, c'est les jeunes que je côtoie régulièrement à l'école, en cours, et en qui je fais vraiment, vraiment confiance. Merci Loïc Carrier d'avoir répondu à toutes nos questions aujourd'hui. Merci à vous, Thibaut. Et puis à très vite pour un prochain épisode de DG sur Écoute. À très vite sur Tétis.